Dans la tradition chrétienne, la crèche est un moyen de matérialiser la naissance du Christ, une illustration par des personnages, des témoins essentiels de l'événement de la venue du Christ au monde que nous appelons Noël. Noël est une fête qui nous rappelle la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. L'Église a voulu justement à un moment représenter cette nativité par des personnages pour mieux mettre en exergue et faciliter la compréhension aux fidèles. Par ces éléments-là, les enfants comprennent mieux le mystère de Noël, du Fils de Dieu qui vient et qui est venu dans ce monde. À la crèche, tout naturellement, nous avons les parents de Jésus, son père adoptif qui est Joseph, et sa maman, la Vierge Marie, et l'enfant Jésus lui-même, qui sont les personnages essentiels. Et c'est par la suite qu'à l'annonce de l'ange, les bergers sont venus effectivement voir ce que l'ange leur a dit, qu'un sauveur est né dans le monde. Et l'étoile qui est là justement, qui nous rappelle que c'est cette étoile qui a permis à l'ange, au berger et plus tard au roi mage de pouvoir localiser effectivement la maison dans laquelle le sauveur a été mis au monde. Pour l'Église catholique, la crèche est l'expression de la condition humaine du Christ, qui s'est fait le plus pauvre en venant au monde au milieu d'une bergerie, emmailloté et couché dans une mangeoire. Parce que Jésus est né dans une étable, aujourd'hui nous voulons refaire comprendre aux chrétiens une fois de plus que Jésus n'est pas venu ici pour les riches. Il est venu parce qu'il y a des couches sociales sensibles qui sont là et qui ont besoin d'attention, qui ont besoin vraiment de soutien et d'aide. Et donc en mettant Jésus sauveur dans cette représentation, cela nous aide et aide les chrétiens à mieux comprendre ce qu'ils entendent de l'évangile par rapport à la naissance du Christ. À travers le monde, la crèche est une mise en scène dans différents arts, expressions de la culture locale. Mais toutefois, la crèche reste le rappel historique de la naissance du Christ. Le réveillon, un repas de fête pris au milieu de la nuit à l'occasion de Noël ou de la Saint-Sylvestre. Ce repas familial qui accompagne également d'autres célébrations est partagé le soir du 24 décembre. Seulement, cette coutume observée auparavant dans de nombreuses familles chrétiennes a pratiquement disparu. Avant Noël était au départ pour tout le monde, c'est une fête de famille. Ce qui nous préoccupait, c'est par exemple d'organiser ce qu'on appelle un réveillon. Donc aussitôt après la messe, quand on arrivait à la maison, eh bien, c'était de boire une bonne tasse de cacao, de Nescafé et autres. Est-ce que vous êtes nostalgique de ces événements? Ah oui, moi j'ai toujours la musique, moi je la joue tous les jours. J'ai mes anciens disques qu'on ne retrouve plus, ils sont là. Je les joue de temps en temps pour me souvenir du temps. Le réveillon de Noël n'est pas une tradition catholique, certes, mais il est un moment privilégié pour les familles. La fête de Noël, c'est la venue de Jésus. Tout le monde est gai, on est content. Je préfère retenir ici ma famille le 24 pour réveillonner. Le 25 de la nuit, tout le monde peut aller là où il veut. Mais le 24 mois, on prépare le réveillon en famille. Qui dit fête de Noël, dit réveillon. Ce repas partagé la veille de Noël raffermit les liens familiaux. Par ailleurs, ce temps fort est remplacé aujourd'hui par d'autres activités telles que les soirées dansantes. Face aux récurrents accidents de la circulation notés, surtout lors des événements religieux, l'État du Sénégal a annoncé des mesures pour lutter contre ce phénomène qui endeuille chaque année de nombreuses familles. Parmi ces mesures, le permis de conduire à points qui sera instauré dès 2017 et la sécurisation des titres de transport en les numérisant pour éviter les falsifications. Quelques chauffeurs rencontrés sur la circulation à Ziguinchor se prononcent sur cette décision. Permis à point yi bu ñu ko defee dina baax lool
Le permis de conduire à points va contribuer à mieux respecter le code de la route. Certains chauffeurs ne respectent aucune procédure parce qu'ils sont inconscients. Par contre, ceux qui sont conscients sont d'accord avec la mesure et ça va contribuer également à réduire les accidents. C'est une bonne solution qui va contribuer à réduire beaucoup d'accidents. Chacun saura qu'en cas d'infraction, il sera sanctionné. Du coup, les gens seront plus vigilants sur la route. Désormais, une fois la mesure entrée en vigueur, tout titulaire d'un permis de conduire encourt une perte de points s'il commet une infraction qui donne lieu à retrait de points. Toutefois, le nombre de points retirés dépend de la nature et de la gravité de l'infraction au code de la route. Une victoire sur un champ de ruines. Jeudi soir, les forces armées syriennes ont repris le contrôle total des quartiers est d'Alep. Une reconquête saluée par le porte-parole du ministère syrien de la Défense. Le commandant général des forces armées déclare le retour à la sécurité et à la sûreté dans la ville d'Alep après la fin de la terreur et le départ des terroristes qui restaient dans la cité, explique ce militaire lors d'une allocution télévisée. Cette victoire est un tournant dans la guerre contre la terreur. Jeudi, les derniers rebelles et leurs familles ont été évacués vers Idlib, une province contrôlée par l'opposition syrienne. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, environ 34 000 personnes ont quitté la ville depuis le 15 décembre dernier. Un exode massif après un déluge de bombes et son cortège de massacres et de destruction. En un mois, la bataille d'Alep aura coûté la vie à près de 500 civils des deux côtés de la ligne de front. L'accord est aussi historique qu'inattendu. Après des mois de négociations, la conférence épiscopale de la République démocratique du Congo a réuni pouvoir et opposition autour d'un accord politique. Selon l'AFP qui a pu consulter le document, l'accord suggère la mise en place d'une transition politique et la tenue de l'élection présidentielle avant la fin 2017. Un premier ministre issu de la coalition sera nommé. Quant à Joseph Kabila, il a accepté de ne pas briguer un troisième mandat puisque la constitution du pays restera inchangée. L'opposant historique Étienne Tshisekedi supervisera la mise en œuvre de l'accord. Jeudi soir, les équipes juridiques des deux camps étaient occupées à finaliser le document pour une adoption en plénière dès vendredi matin, avant signature officielle dans l'après-midi. Depuis mardi dernier, au moins 34 personnes ont été tuées dans de violentes manifestations anti-Kabila. Malgré la pression de la CEDEAO qui lui demande de reconnaître sa défaite à la présidentielle, le président sortant de la Gambie reste stoïque. Mercredi, Yahya Jammeh a fait savoir une fois de plus qu'il ne quittera pas le pouvoir sans décision de la justice sur son recours. Ils m'ont dit qu'ils allaient avoir une réunion à Abuja samedi et ils m'ont demandé si j'allais assister à cette rencontre. Je leur ai dit clairement non. Ils m'ont aussi demandé si j'allais envoyer un représentant. Cette réunion n'est plus qu'une formalité. L'examen de recours de Yahya Jammeh est fixé au 10 janvier. Problème, la Cour suprême gambienne ne peut pas siéger. Elle manque en effet de juges depuis 2015, à l'exception de son président. Le bout du tunnel semble loin, mais pas pour Adama Barrow qui reste confiant quant à son investiture le mois prochain. Le vainqueur de la présidentielle du 1er décembre dernier bénéficie en effet de soutien sur le plan international. Le monde entier est derrière nous et Jammeh le sait très bien. Je ne doute donc pas qu'il n'y aura pas de problème et que je serai président le 19. Les pro-Adama tentent maintenant de rassurer Yahya Jammeh. Ils assurent que le président sortant ne sera pas inquiété par la justice après son départ du pouvoir.